WRC, on retrouve Guillaume. Avec Guillaume, on va parler du rallye de Lettonie, on va parler de championnat de France des rallyes aussi. On va revenir sur le rallye de Pologne avant toute chose. On va parler, on va dire un petit mot du rallye de Pologne. Je vais te donner le classement du rallye de Pologne. Avant toute chose, comment vas-tu? Moi, je vais bien chaudement. Là, actuellement, il fait 35 dans le sud. Toi, comment vas-tu? Salut Fabien, bonjour à toutes et bonjour à tous, tous les acharnés du WRC. Ça va plutôt bien, chaudement aussi, sous le soleil stéphanois. On en profite, on va faire quelques balades et on suit avec attention ces superbes rallyes, que ce soit effectivement en championnat de France ou en WRC. On a vraiment de quoi se régaler. Et puis c'est vrai que là, dernièrement, on a été bien servi aussi avec des belles courses en Formule 1, le WEC qui est revenu de manière complètement folle entre Le Mans et Sao Paulo. Enfin voilà, de quoi se régaler. Bah, tu me dis le soleil, donc ça doit être une super belle région que je connais. J'ai eu la chance de connaître Saint-Étienne et toute la région. Sous le soleil, ça doit être extraordinaire. Tu dois faire des balades, tu dois te régaler. Ah oui, oui, là dans le Pilat ou dans les monts du Forêt, c'est vraiment magnifique. Les bords de Loire aussi. Alors on a une région qui est souvent décriée, mais je vous assure que qu'il fait beau et qu'on peut vraiment profiter des extérieurs et qu'il y a vraiment de quoi se régaler avec des baskets ou un vélo. Allez, on retourne sur quatre roues. Alors, on va parler de la Pologne avant toute chose. La Pologne faisait son retour. Victoire de Rovanpera devant Elfyn Evans. Troisième podium, une nouvelle fois pour Adrien Fourmeau, qui était admirable. Quatrième, Thierry Neuville. Cinquième, la sensation Martin Sex. Je ne sais pas comment on dit le nom, c'est un petit peu compliqué pour moi de le dire. Ouais, c'est un peu compliqué, on va dire Martins, Martins, ce hein. sera plus facile. Ouais. Sixième, Andreas Mikkelsen. Septième, Grégoire Munzer. Huitième, Katsuta. Neuvième, Pagiari. Et dixième, Oliver Solberg en WRC2. C'est la grosse bataille entre Pagiari et Solberg. On va revenir sur le rallye de Pologne. La première chose, c'était le forfait de Sébastien Ogier qui a eu un accident durant les reconnaissances. Comme quoi, les reconnaissances, c'est pas anodin non plus. Non, tout à fait. Et on va revenir aussi, moi je voulais accentuer un petit peu la discussion sur ce rallye de Pologne qui, moi je trouve que c'est un rallye absolument extraordinaire, mais j'ai bien peur qu'il fasse une entrée dans le calendrier pour en ressortir aussi vite qu'il est rentré, parce qu'il y a eu énormément de problèmes de sécurité, des spéciales annulées, retardées. Ça a été très compliqué. Qu'est-ce que toi tu as pensé de ce rallye de Pologne, dis-moi? D'un point de vue déjà des spectateurs, comme tu l'as dit, je ne vais pas pouvoir ajouter bien plus. On a vraiment peur que ce soit un one-shot parce qu'il y a eu beaucoup trop de problèmes. Aujourd'hui, c'est un peu inadmissible qu'il y ait eu autant de retards, de spéciales annulées à cause des spectateurs des gens, des voitures mal placées sur les spéciales ou sur les accès. Hein, parce qu'on le rappelle, ce n'est pas que sur les spéciales qu'il y a des problèmes, c'est aussi de permettre l'accès aux secours et de laisser des voies d'accès disponibles pour avoir une assistance rapide en cas de problèmes médicaux. Et surtout que c'était déjà la raison pour laquelle le rallye de Pologne avait été un peu évincé pendant quelques années, c'était déjà ces problèmes de sécurité. Donc là, oui, j'ai peur que ce soit un aller-retour et qu'il y en ait d'autres qui tapent à la porte pour pouvoir prendre la place, qui seront ravis de le faire. Et sinon, d'un point de vue purement sportif, et comme tu le dis aussi, c'est vrai que ce forfait de Sébastien Ogier a été un peu surprenant dans son déroulement, puisque c'est un accident sur la route quand il est en train de faire les reconnaissances. Donc on ne connaît jamais les contextes vraiment de survenue de cet accident, mais on sait qu'ils doivent respecter le code de la route, les limites de vitesse qui sont tracées par des GPS. Et malheureusement, je crois qu'il y a eu un décès dans la voiture qui était en face. Donc, on peut que présenter nos condoléances à la famille, regretter cet accident. Et puis, au final, le forfait de Ogier, c'était un moindre mal. Il a privilégié sa santé à la compétition, ce qui est tout à fait normal. Et Kalle Rovanpera, qui a été rappelé vraiment au dernier moment, le mercredi, alors qu'il était en train de bricoler sur son jet ski et qui est revenu au pied levé, a fait un rallye magnifique, même s'il s'est énormément plaint là justement du fait qu'il n'avait pas pu faire
des reconnaissances dans des bonnes conditions. Alors, il a reconnu autant que les autres, hein, c'est juste qu'il a fallu le faire en un temps record par rapport aux autres. Il a fallu beaucoup travailler sur les vidéos. Il disait même que les soirs, il s'endormait sur les vidéos. Donc, ça ne l'a pas empêché quand même de faire une performance majuscule, de gagner. Voilà, on va rester là-dessus. Je pense que le rallye de Pologne a été intéressant aussi, mais il aurait fallu qu'on puisse faire un épisode dédié. Donc, on va vite passer sur la Lettonie aussi. Juste, je voulais rebondir. C'est vrai que moi, je suis abonné, comme tu sais, à Canal. Je suis souvent Canal. Je fais un petit coucou à Stéphane et à Nico qui nous ont fait un super week-end. Derrière les micros, c'était pas évident non plus. Entre les spéciales, ils font des petits focus. Et là, ce week-end, ils faisaient un focus sur la sécurité. Alors, parfois, moi, je tape sur les instances, tout ça. Mais là, le travail de la sécurité, notamment avec Michel Mouton, c'est un gros travail. Et moi, je voudrais juste passer un petit message aux spectateurs. Ne faites pas ce qu'on a vu dans ce reportage. C'est-à-dire que quand Michel Mouton passe, elle voit des gens qui sont cachés. Et quand elle est passée, les gens descendent. Ils descendent de plus en plus et se mettent dans des endroits très mal placés. C'est pas parce que la voiture de sécurité, la voiture médicale, les zéros sont passés qu'on ne peut pas arrêter la spéciale. Quand les gens sont vraiment mal placés, c'est ça qui fait que les spéciales sont soit annulées, soit retardées, soit arrêtées, ce qu'on veut. Il faut pas le faire. Alors moi, le premier, quand je viens spectateur, j'ai toujours envie d'être au plus près des voitures, dans des beaux passages. Mais la vie, voilà, ça vaut pas un beau passage. Il faut faire quand même assez attention parce que même si c'est des pros, ça peut sortir à tout moment. Voilà, Oui. Comme tu le dis, de toute façon, et ils sont comme nous, hein, ils ont accès au WRC Live Plus, donc ils ont une caméra embarquée de toutes les voitures. Donc la première voiture qui passe dans les spéciales, bien évidemment, qui sont les yeux rivés sur la caméra embarquée et qui voient où sont les spectateurs, s'il y a des zones qui sont vraiment dangereuses. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas rare que des spéciales soient arrêtées en cours Alors si, c'est un petit peu rare, hein, mais c'est possible que des spéciales soient arrêtées en cours parce qu'ils ont détecté sur une caméra embarquée qu'il y avait un problème à un endroit. Donc, comme tu le dis, faisons attention. C'est marqué d'un peu de partout Motorsport is dangerous. On se fait bien assez taper dessus pour d'autres raisons. Alors, soyons un peu vigilants et attentifs sur le bord des spéciales, surtout que la plupart du temps, il y a aussi des enfants, des parents, des grands-parents qui viennent avec leur bambin et il faut leur montrer un petit peu l'exemple si on veut que notre sport puisse perdurer dans le temps. Puis dernière chose aussi, moi je suis un amoureux des rallyes, tu sais que je vais sur le bord des spéciales dès que je peux. Je suis un amoureux de la terre et il y a un paramètre sur la terre qui est super important aussi, ne pas se mettre trop près des voitures. Il y a des pierres qui volent, ça peut être très très dangereux. Ça faut y faire attention. Hein. Il faut vraiment vraiment très attention. Direction la Lettonie, un nouveau rallye. Alors j'ai lu sur certains commentaires que c'était assez semblable à la Pologne. Qu'est-ce que toi tu en as pensé au niveau du décor et au niveau des spéciales? C'est vrai que sur le papier, on pourrait se dire que les trois rallyes, Pologne, Lettonie, Finlande, sont très similaires et qui, voilà, c'est un peu une redite à chaque fois. La Lettonie, moi, ce qui m'a quand même marqué, c'est que c'est très plat. Alors oui, c'est très rapide. Il y a des spéciales à 137, 134 km/h de moyenne et encore, il y a des chicanes à l'intérieur. On a vu qu'ils mettaient énormément de plots, ce qu'ils appellent anti-cutting, voilà, pour éviter d'aller trop dans les cordes justement et ralentir encore un petit peu les voitures. C'est un rallye qui est extrêmement rapide, mais qui m'a paru beaucoup plus plat, effectivement. Alors, la photo que tu as derrière toi est un peu trompeuse, puisque des sauts, il n'y en a pas autant qu'en Finlande, là où c'est clairement le pinacle en fait de ces rallyes en 3 dimensions. On appelle vraiment ça un rallye en 3 dimensions pour la Finlande parce que la composante verticale et des jumps est extrêmement importante sur toutes les spéciales. La Pologne, ça l'est un petit peu aussi, mais beaucoup moins. Et je te coupe 2 secondes, et beaucoup moins peut-être que les années précédentes. Je ne sais pas si tu te souvenais, je crois que ça a été arrêté en 2017, 18, je ne sais plus, la Pologne. Il y a eu un stop. Il y avait beaucoup plus de jump sur la Pologne. Hein. Il me semble que le tracé a quand même pas mal changé. J'ai vu beaucoup moins de jump que les années précédentes qu'on voyait dans les vidéos. Je me trompe peut-être. Hein. Non, c'est possible, c'est possible. Après, voilà, ils ont chacun leur aspect, leurs caractéristiques.
Bon, c'est vrai qu'on en enlèverait un sur les trois, ça ferait pas de mal quand on voit la diversité des autres candidats qui pointent le bout de leur nez. On parle beaucoup de l'Amérique du Nord. C'est vrai que ce serait très très intéressant d'aller y faire un tour sur un Canada ou sur les États-Unis, que ce soit en hiver ou au printemps. Donc à voir. À voir. Je suis pas convaincu que. Alors, je crois que la Lettonie a re-signé pour quelques années, mais j'en suis pas certain. Et donc à voir. Mais en tout cas, on a eu un beau rallye avec un découpage très particulier. Euh, Effectivement. on va en parler, je pense, au niveau du balayage et du nombre de spéciales qui étaient répétées ou pas. Tu vois, on répète pas, mais tu me tends les perches à chaque fois. Mais juste avant de parler du balayage, je vais te demander ton avis parce que je sais pas si tu as vu, tu m'as lancé la perche aussi. Je voulais te poser la question. Il y a des rallyes qui arrivent, puis il y en a qui partent. Notamment l'année prochaine, exit le rallye de Croatie. Moi, je trouve que c'était un rallye magnifique et dingue. Un rallye en asphalte de moins. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Un peu la même chose. Un rallye asphalte en moins, surtout. Alors, à voir par quoi il sera remplacé, mais tu vois, le balayage a encore fait parler pendant tout le week-end. C'était déjà le cas en Pologne et c'est le cas sur tous les rallyes sur Terre de manière générale. On part sur une série de 7 rallyes sur Terre. Thierry Neuville qui arrivait avec une avance un petit peu, on va dire, pas confortable, mais un peu plus importante que les autres années sur cette série de rallyes terre, bah, il souffre du balayage sur tous les rallyes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est un rallye asphalte qui va le remplacer, ce rallye de Croatie? Est-ce que ça va être encore un rallye terre en plus avec cette même problématique de balayage? Est-ce que enfin on va essayer de trouver une solution à ça avec le retour d'une spéciale de qualification? On en entend de plus en plus parler. C'est un aspect qui est toujours présent en championnat d'Europe et qui fonctionne très très bien. Aujourd'hui, on n'a plus la domination d'un Ogier ou d'un Loeb pour qui cette règle de départ inversé avait été, enfin de départ pardon, dans l'ordre du classement avait été établie. Ça pourrait revenir très vite, effectivement, si on a un Rovanperä ou même un Ogier qui se décide à refaire un championnat complet. Mais bon, en tout cas, il faut vraiment se poser la question. Et pour moi, clairement, cette spéciale de qualification, c'est la solution la meilleure pour avoir toutes les voitures à armes égales. D'autant qu'on va être très clair, on va être très clair, le checkdown aujourd'hui ne sert à rien. Il ne sert strictement à rien parce que quand tu vois le checkdown, ils n'utilisent même pas tous les passages qui leur sont attribués. On va revenir sur le rallye de Lettonie. Moi, je vais te donner déjà le classement et mon avis sur ce rallye de Lettonie avant que tu nous en parles plus dans la technique. Rovanperä qui gagne devant Sébastien Ogier. Troisième, Tanak qui fait la belle opération au classement. Quatrième, Adrien Fourmeau. Cinquième, Elfyn Evans. Sixième, Katsuta. Septième, Martin Six, qui méritait vraiment mieux, qui a eu un souci à la fin. Huitième, Thierry Neuville. Neuvième, Grégoire Munster. Dixième, Oliver Solberg. Onzième, Miko. Et douzième, Pajari. La grosse bagarre continue en WRC2. Moi, je vais te donner un petit peu mon avis en teasing de ce rallye de Lettonie. C'est un rallye que j'ai trouvé dans le week-end un petit peu frustré. Frustré pourquoi? Parce que je suis entièrement d'accord avec Thierry Neuville. Il gueule, mais je trouve qu'il a entièrement raison. Le mec, il ouvre le balayage, ça le tue. J'ai l'impression que ce WRC est dévoré de l'intérieur par deux raisons principales. L'un, c'est un règlement parfois idiot. Voilà, on voit que le Super Sunday ne sert pas non plus à grand-chose. Il y a ce problème de balayage, il y a ces pilotes qui viennent faire des pseudo-programmes et finalement qui font plus de rallye qui devraient être, ça fausse un peu tout. Finalement, on se retrouve avec un Thierry Neuville et un Elfyn Evans qui se battent pour le championnat, mais finalement, on sait très bien que ces pilotes ne gagneront pas leur rallye parce qu'ils sont tellement mal placés que c'est compliqué. Et d'un autre côté, il y a aussi, j'ai été frustré parce que il y a l'autre aspect qui bouffe le WRC de l'intérieur, c'est le promoteur et la couverture que ce WRC il a. Quand tu vois que le dimanche matin, tu as Stéphane qui dit bon ben on va rendre l'antenne en pleine spéciale parce qu'on n'a plus de caméra, on n'a plus rien. Et bon, le vendredi c'était dépendant d'eux, mais là après ils ont eu des soucis d'avion.
comment tu veux qu'un diffuseur continue à diffuser le WRC en l'état? Enfin, moi, j'ai trouvé que, enfin, au plus les rallyes vont, au plus j'ai l'impression que alors je veux pas faire le mec, le rabat-joie, mais que les soucis s'accumulent et deviennent de plus en plus grossiers, tu vois. Je sais pas si tu es d'accord, mais enfin, comment tu veux dire non à Thierry Neuville? Thierry Neuville, il a raison. Quand tu prends les classements, tu vois Fourmeau qui est là à sa place, tu vois un mec qui arrive, Martin Six, qui est troisième, et voilà, le mec lambda qui connaît pas le rallye, il sait pas que sur la Terre, la position de départ est primordiale. Enfin, tu vois, et on met de plus en plus de rallye terre, de moins en moins de rallye asphalte. Enfin, plutôt que de parler de dire ouais, on va faire de l'hybride, pas de l'hybride, il serait vraiment temps que le WRC se dise bon, on se met, on se cale, on arrête, on sort un vrai règlement, on essaie de le faire le plus équitable possible pour tout le monde, on essaye de faire une vraie couverture médiatique comme a pu faire le MotoGP ou la Formule 1 ou le WEC ou ce que tu veux. Moi, j'ai l'impression, tu sais, grossièrement, que comme pour le rugby, à un moment donné, il y a eu l'ère professionnelle qui est passée. Tu as des clubs comme Béziers qui n'ont pas pris le tournant professionnel et qui se retrouvent à la ramasse. Et puis d'autres qu'on n'attendait pas forcément, qui ont pris le tournant du professionnel et qui sont devenus des clubs majeurs en rugby. Et j'ai peur que le WRC, ce soit un peu ce schéma. Alors peut-être que tu vas pas être d'accord avec moi, mais c'est un peu le sentiment que j'ai depuis 2, 3 rallyes. Tu vois, on parle beaucoup trop de balayage, beaucoup trop de position de départ, beaucoup trop de. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai Ouais, l'impression. mais c'est pas nouveau. Ça fait des années et des années que ça dure. Alors aujourd'hui, c'est plus marqué parce que il y a plein de, il y a plein de, il y a plein de facteurs. Il y a effectivement, il y a de Je l'ennui. me permets de Il y a de couper. l'ennui. Il y a du manque de compétition. Il y a des acteurs qui sont en place et qui ont du mal à se faire déloger parce que les jeunes ont besoin de tellement de roulage sur des rallyes 1 et ils n'ont pas la possibilité. N'empêche que pour revenir Mais sur Thierry Neuville, je te coupe. juste Oui, pour oui. revenir sur Thierry Neuville, il ne faut pas oublier que toutes les années où il a profité de ce balayage, il n'a absolument rien dit. Il n'a pas soutenu Ogier dans son combat contre Oui. cette règle qui est stupide dès le départ. Parce qu'on ne va pas refaire l'histoire, mais Usain Bolt, on ne lui rajoute pas 5 mètres à faire parce qu'il est meilleur que tous les autres. Une équipe de foot, tu lui mets pas un but en retard parce qu'elle est meilleure qu'une autre sur le papier. La même chose pour le rugby et pour tous les sports. Euh, donc, c'est une règle qui fait débat depuis des années et des années. On s'en est accommodé parce qu'on avait des extraterrestres avec Sébastien Loeb et Sébastien Ogier qui ont fait que malgré toutes ces problématiques, il n'y a jamais eu un champion qui était complètement illégitime à la fin de l'année. Ouais. Là, aujourd'hui, si à la fin de l'année, Neuville n'est pas champion, enfin, il faut voir comment ça va se passer sur les prochains rallyes, mais là, la stratégie prend une part beaucoup trop importante. Et comme tu le mentionnes, Fourmeau qui se bat bec et ongle depuis le début de l'année pour faire des podiums, pour marquer des points, etc. Et qui se fait devancer par un petit jeune qui est sur son deuxième rallye et qui est certes plein de talent, mais qui, outre sa connaissance parfaite du terrain, puisqu'il roule depuis qu'il a 14 ans sur ces spéciales-là, puisqu'en Lettonie, on le rappelle, on peut faire des rallyes à partir de 14 ans. Kalle Rovanperä a d'ailleurs été champion à 2 reprises de Lettonie. Donc, et de se faire devancer comme ça pour Adrien Fourmeau, bah, c'est sûr que c'est pas forcément acceptable et que c'est pas marrant. Mais pour le moment, c'est le jeu. Ça fait des années qu'on parle aussi qu'il faut une refonte du WRC, que ce soit d'un point de vue médiatique, que ce soit d'un point de vue réglementaire, que ce soit d'un point de vue technologique aussi, avec ces voitures qui coûtent beaucoup trop cher à faire évoluer, que ce soit d'un point de vue aussi des essais pour donner du temps de roulage à des jeunes pilotes, même si aujourd'hui on peut se dire ah bah oui, mais pourquoi Martins il y a SS s'il y arriverait et pas les autres en 2 rallyes. C'est quand même 2 rallyes qui étaient extrêmement favorables pour lui, aussi bien sur le point de vue du balayage que de sa connaissance et de la typologie du rallye, à revoir sur un rallye de Grèce par exemple ou sur asphalte en Europe centrale par exemple. Là, on verra si effectivement il y a un vrai talent. Ce que je ne remets pas en question, hein, c'est très probablement le cas. Mais en tout cas, aujourd'hui, le WRC est dans une impasse. On parle de plus en plus du départ de Hyundai.
Je l'ai mis avec un petit sourire sur un post que tu as fait sur Facebook avec la nouvelle affiche du Monte Carlo 2025 où ils mettent une Hyundai et où je te dis du coup c'est pour essayer de les convaincre de rester en 2025 parce que voilà, on parle de plus en plus d'une écurie privée qui pourrait reprendre le programme à temps partiel. Aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire. Après aussi, un rallye, c'est quand même beaucoup plus compliqué à couvrir en termes de personnel, en termes de caméra, en termes de communication, de par la répartition géographique que de la MotoGP, du WEC ou de la Formule 1 où on est sur un circuit qui va faire au maximum 7 km de long et 13 km sur Le Mans et une vingtaine sur le Nürburgring. Mais voilà, il y a plein d'autres choses. Après, je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt qu'on s'attache au sportif, à ce qui s'est passé, parce que tout le reste, on peut en parler des heures et des heures. Il n'y a rien qui va changer tant que la FIA ne voudra pas se mettre autour de la table avec les constructeurs et définir les grandes lignes des années à venir. Non, mais c'était la vie générale. Juste, tu vois, le dimanche matin, toi, tu n'as pas pu regarder. Moi, j'ai regardé à la fin d'une spéciale. Il n'y avait plus qu'une caméra, la voiture qui partait. Et il y avait un saut à l'arrivée de la spéciale. Il n'y avait plus rien. Ils n'avaient plus rien du tout. Et c'était juste, tu vois, la carte où la voiture descendait. Tu vois, c'était super compliqué. Ça durait depuis déjà 2 spéciales. Après, moi, basiquement, en tant que spectateur, moi, j'aime bien Thierry Neuville. Hein, je m'en cache pas. Moi, j'ai envie de le voir à la bagarre, le voir naviguer 10e, ça me fait chier. Tu vois très clairement, tout comme. Tout le monde a envie de ça. Tout le monde a envie de ça, mais tout le monde a envie de voilà. conditions équivalentes de route. Alors, remettons cette spéciale de qualification où voilà, après 3 passages chacun dans le shakedown, on y va, on donne tout. Et le mec qui choisit sa place en dernier, bah, c'est parce qu'il a fait une erreur dans le shakedown. Et comme en Formule 1, le mec qui fait une erreur en qualif, il part derrière dans la grille. Et c'est de sa faute, en fait. Donc, voilà, faisons ça et puis on verra comment ça se passe. Et puis s'il y a une domination, il y a une domination. Combien de fois la Formule 1, il y a eu des airs de domination d'un Verstappen, d'un Hamilton, d'un Vettel, d'un Schumacher. Ça n'a pas tué la Formule 1 pour autant. Donc, et quand il y avait Loeb qui se battait contre des Hirvonen à la fin de la saison où ça se bat au dernier rallye parce qu'ils arrivent avec un point d'écart. Voilà. On va y aller équipe par équipe. Ouais, tu es d'accord avec moi? Après, je te poserai une question technique sur l'aéro qui est primordial, je pense, en Lettonie, mais qui doit être là encore bien plus peut-être en Finlande. Ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. On va y aller Toyota, Hyundai et Ford. Donc, je te rappelle le classement. Rovanperä, Ogier, Tanak, Fourmeau, Evans, Katsuta, Seix, Neuville, Munster, Solberg pour les 10 premiers. Toyota, il y avait les 2 champions du monde qui étaient là. Derrière, c'est un rallye une fois de plus compliqué pour Evans et une fois de plus compliqué pour Katsuta. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de la performance globale de Toyota et des pilotes Ce qui est notable déjà, c'est qu'avant le rallye, le fait qu'ils remettent 4 voitures officielles et qu'ils en annoncent encore 4 pour le rallye de Finlande, ça montre très clairement qu'ils se sont rendus compte du fait que leur stratégie de début de saison ne fonctionne pas, qu'ils ne peuvent pas compter sur Evans et Katsuta pour marquer des points en plus de leur pilote à temps partiel. Et que quand on fait les comptes, c'est Ogier et Evans, mais pas de beaucoup, qui rapportent le maximum de points à la marque. Et que donc il faut nominer ces 3 pilotes avec Evans pour marquer des points. Ça, c'est une première chose. Oui, de savoir si par la suite on a une chance d'avoir Ogier qui fait tous les rallyes qui restent. La question lui a été posée. Est-ce qu'il a répondu d'un point de vue comique ou juste pour mettre un peu le doute chez tout le monde? Apparemment, chez Hyundai, on est plutôt convaincu qu'il va faire tous les rallyes qui restent. Il a 28 points de retard sur Neuville. C'est pas chose impossible d'aller se battre pour le titre de champion.
comme on en avait discuté dans les épisodes précédents, la problématique, c'est qu'avec cette nouvelle répartition de points, il est très compliqué de refaire un retard de manière flagrante. D'ailleurs, si on refait un petit point là, sur ce rallye-là, bah, c'est Ogier qui marque 25 points, Robin Perra il en marque 23, Tanak 22, et après on tombe à 13 pour Cesque. Donc c'est quand même un peu compliqué de reprendre énormément de points, sachant qu'en plus, là, sur ce rallye, il y a eu 0 abandon. Donc c'est très rare, mais ça montre encore plus la problématique de reprendre des gros points, comme ça peut être le cas sur d'autres championnats. On va passer un mot sur Katsuta. Ouais, toujours un peu compliqué. On a l'impression qu'il a un peu de rythme. Il était 4e pendant un moment, très avantagé par sa position sur la route aussi. Mais encore une fois, tu as beau partir avec une position avantageuse, il faut savoir s'en servir. Il avait l'air de pouvoir le faire, mais comme toujours, il fait une ou deux erreurs un peu plus grosses l'une que l'autre. Et il perd du temps, il perd le contact. Et une fois qu'il a perdu le contact, et ben c'est fini. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on lui ait demandé de se lancer à corps perdu dans la Power Stage pour essayer d'aller piquer des points, idéalement à Hyundai et à Neuville. Et au final, on se rend compte que malheureusement, il prend un point à Evans et il enlève un point à Toyota, puisque lui n'était pas nominé dans les constructeurs. Donc c'est un peu l'arroseur arrosé du coup. Et c'est dommage parce qu'on sait qu'un point, là, au final, ça peut jouer. Donc, rallye toujours un peu mi-figue, mi-raisin. Je pense que Katsuta, malheureusement, va naviguer dans ses eaux, faire quelques podiums par-ci, par-là. Mais contrairement à d'autres, moi, je ne le vois absolument pas gagner un rallye. Bon, après, je passe de toi, t'as pas entendu, mais Nico Siamin disait en rigolant que de toute façon, il serait là tant que les Japonais n'auraient pas trouvé la relève et qu'ils n'étaient pas encore pris de la trouver. Donc, oui, c'est un peu la question. Hein. C'est comme WEC, on en parle toujours. Hein. Il y a toujours un Japonais sur la Toyota en endurance. Et puis en général, c'est même lui qui finit toujours les 24 heures du Mans. C'est une politique, mais c'est très bien aussi. Hein. Je veux dire, en France, on est les premiers à dire que les autres sont trop patriotiques, sont trop inclusifs, exclusifs, pardon. Mais nous, on peut faire la même chose. Hein. Rien n'empêche, je sais pas, un Citroën. C'est un peu le principe avec Rossel en ce moment. Voilà, faut savoir être un peu cocardier parfois et savoir jouer un peu avec les règles, parce qu'on a un peu de mal à faire. On va passer à Hyundai. Alors, tu sais quoi, moi, tout le monde connaît les vidéos, tout le monde me connaît. J'ai tapé à bâton rompu en début de saison sur Tanak. Il y avait Thierry Neuville qui était engagé, et puis il y avait Lapie. Lapie a eu un rallye très compliqué. C'est Tanak qui fait la bonne opération sur ce rallye. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On n'en entend pas trop parler de Tanak, mais l'oiseau fait son nid. Et paradoxalement, plus les rallyes passent, plus j'ai peur pour Thierry Neuville. Je le sens agacé. Il sent un petit peu le boulet rouge arriver derrière lui. J'ai bien peur que le rallye de Finlande soit compliqué, que les rallyes suivants aussi soient pour lui. Et finalement, j'ai l'impression que Tanak est en train de monter en puissance sans qu'on en parle trop. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Complètement d'accord. J'ai l'impression aussi que Thierry Neuville, il s'est mis beaucoup de pression, lui a mis beaucoup de pression en lui disant, en lui répétant chaque fois, c'est l'année ou jamais. Et il est dans une position qui est compliquée parce qu'il est parti en tant que pilote numéro 1 chez Hyundai. Tanak a eu un début de saison un peu compliqué. Je t'avoue que je suis très très surpris quand je regarde le classement de le voir à ce point près de Thierry Neuville parce que je ne l'avais absolument pas vu arriver. Il a eu énormément de problèmes et s'il y a bien quelqu'un qui profite à fond de ce nouveau règlement et de la nouvelle attribution des points, c'est clairement lui. J'aimerais bien revoir le bilan des points du dimanche par pilote, mais je pense qu'il est très très largement devant tout le monde. Et que c'est un peu grâce à ça, parce qu'encore une fois, tu as vu les spéciales qu'il fait samedi, les problématiques avec l'arche publicitaire arrachée. Alors, on l'a recrédité de son temps derrière, mais après, il a un problème avec un
une transmission qui lâche à la réception d'un jump, qui est très certainement lié un peu à cette problématique aussi, qui l'envoie un peu dans le décor, il perd une bonne poignée de secondes. Il y a aussi la problématique de l'avant-rallye, de ce qui s'est passé au rallye de préparation, où il pulvérise la voiture qui était prévue pour des tests et un rallye de préparation pour Neuville derrière. Donc je comprends que Thierry il puisse être agacé, il puisse être un peu aigri après ces quelques semaines passées, parce que déjà qu'il n'est pas avantagé par le règlement. Là, il a vécu un rallye, mais c'est juste un enfer. Il part premier sur la route. C'est jamais arrivé que le lendemain, il soit obligé de repartir premier sur la route, alors qu'il il a fait des chronos, il a été à l'attaque du début à la fin. Mais encore une fois, ce qu'on a peu explicité, c'est qu'en fait, sur ce rallye, la particularité, c'est qu'il y avait très peu de spéciales qui étaient refaites 2 fois. Ouais, une fois. Et notamment, en général, on va dire, il y a 60-70 km par boucle, et qu'on répète une deuxième fois dans l'après-midi. Et là, sur ce rallye, le premier jour, il y avait, je crois, 120 ou 130 km de spéciales qui étaient parcourues une seule fois. En fait. Donc, plutôt que de balayer pendant 60-70 km, Thierry Neuville l'a fait le double. Et donc, c'était juste impossible pour lui de bien se positionner pour le samedi. Il est reparti juste derrière la pie parce qu'on a gentiment demandé à Esa Pekka, qui faisait un rallye très moyen, de jouer la carte de l'équipe et de se mettre derrière Thierry Neuville pour qu'il ait au moins une voiture en balayage. Mais ça ne suffisait pas parce que là, en Lettonie, c'était l'enfer. Le monde qu'il y avait entre chaque voiture quasiment. L'API, alors moi je vais te donner un petit secret. L'API a eu un rallye très compliqué là. Il va gagner en Finlande, je te l'annonce. Ouais, je suis pas sûr. J'aimerais bien. Pas, à mon avis, il doit être très agacé, même s'il n'a pas dit dans les caméras. Qu'est-ce que tu as pensé de son rallye? J'ai le droit de donner mon pronostic. N'engage que moi. Et je serais le premier à t'applaudir si tu avais raison, et ce serait quand même beau. Mais je pense que l'année dernière, avant de sortir, il était devant. Oui, mais là, il avait plus de rallye dans les pattes. Là, depuis le début de l'année, il a quand même très très peu roulé. J'ai peur qu'il y ait un petit manque de rythme. Alors, est-ce que c'était le fait que le rallye soit complètement nouveau et qu'il était un peu aussi mal à l'aise avec la prise de notes, avec ces spéciales qu'il parcourait pour la première fois, alors qu'en Finlande, là, il va retrouver un rallye qui lui est complètement familier. À voir. Moi, j'ai peur que ça joue la 3-4e place maximum. Bon, écoute, on fera les pronoms en fin de vidéo, puis on verra les gens ce qu'ils diront. On va passer à M Sport Ford. Voilà, on le sait, on va le dire, la sensation, ça a été Martin Seix ou Six, ou enfin, je ne sais pas, ça a été la sensation, avec des conditions, comme tu l'as dit, favorables, mais il fallait sortir 2 rallyes comme il a sorti. Fourmeau, une fois de plus, a été admirable avec ce qu'il a. Il finit quand même 4e. C'est une belle position. Et puis, Grégoire Munster qui finit 9e nuit pour sa part et qui a toujours sur un rythme d'apprentissage avec des bons chronos et puis du très moyen aussi. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de la performance de M-Sport? Avant que tu donnes la réponse, je ne sais pas si tu as vu l'interview de Fourmeau chez nos collègues de Rally Sport qui disait que le règlement était un petit peu injuste. J'ai l'impression qu'il a été un petit peu agacé sur ce rallye, notre ami français. Oui, j'en ai pris 2 mots tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Ouais. Le règlement est un peu injuste, on en a parlé en long, en large, en travers, on en reparlera pendant toute la saison, je pense. Mais oui, la sensation du rallye, ça a été Martin Seix. D'ailleurs, je te défie, ne baisse pas les yeux, donne-moi le nom de son copilote. Alors, je ne sais pas. Voilà. Si c'est un nom français. Il n'a pas un nom français? Non, c'est… Francis Renard. Pardon? Francis Renard. Renard. Non, mais alors j'avais retenu. C'est juste pour souligner un peu comment dire, le travail aussi des copilotes, parce qu'on parle tout le temps des copilotes. Alors il y en a qui sont très connus parce que ça fait des années et des années qu'ils sont dans le baquet de droite avec le même pilote. Mais là, tu vois, je me suis fait la réflexion parce que dans les spéciales que je regardais, on parlait tout le temps du pilote, mais je me suis dit, tiens, c'est qui son copilote? Et puis j'ai regardé ça parce que ça m'intéresse et je voulais juste souligner ça et faire un grand coucou à tous les copilotes qui nous regardent parce que vous êtes extrêmement importants.
Et je rebondis dessus parce que j'ai eu la même réflexion que toi, parce que j'ai trouvé que lui, c'est un jeune qui est plein de vie, qui est extraordinaire au point de stop, et lui, il a l'air très cool, il a l'air de le calmer. Est-ce que tu sais l'âge qu'il a? Alors là, non, ça je sais pas. Il a 45 ans. Ouais, bah, c'est pas étonnant, hein. Regarde un Denis Girodès qui peut apporter à des pilotes comme Novikov à l'époque, comme Duval. Si ces pilotes-là l'ont choisi, c'est aussi parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin d'être canalisés, d'avoir de l'expérience, de savoir quand adopter quel rythme. Et c'est ce qui a été impressionnant dans le déroulé des deux rallyes de Martins, justement, c'est que en fait, il n'a pas fait d'erreur. Sur deux Non, rallyes, il fait zéro erreur. Il roule à sa main, il n'a rien forcé. Il a eu tous les avantages qu'on a déjà mentionnés, mais il fallait quand même aller chercher les temps. Il est le deuxième pilote à faire un temps scratch par rapport à son nombre de spéciales réalisées, puisque le ouais. premier, de toute façon, c'est Ogier, puisque dès qu'il est monté première spéciale, il a fait un scratch, donc il ne sera jamais battu, au mieux, il sera égalé. Et donc, Martins a fait ça au bout de la 22e spéciale. Et celui qui était deuxième avant lui, c'était Lapie, qui a attendu sa 24e spéciale pour faire un scratch. Donc, ça montre un peu la précocité de ce pilote. Sa bonhomie, sa gentillesse, sa bonne humeur était vraiment extrêmement rafraîchissante au point stop. C'était une vraie bouffée d'oxygène. J'espère juste qu'il ne va pas se brûler les ailes et qu'il va pouvoir avoir une chance encore de continuer. Il est bien parti aussi en championnat d'Europe, donc je pense qu'il va être de plus en plus suivi aussi, et c'est pas impossible qu'il ait une autre pige sur un autre rallye, ne serait-ce que peut-être pour marquer des points pour Ford, hein, même si s'ils sont très très loin et qu'ils ne jouent pas du tout le titre, mais ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est vrai que En tout moi, cas, en tout cas, oui, si je peux me permettre, oui, et elle n'est pas de moi, mais je pourrais dire qu'en tout cas, le laiton est plutôt bon conducteur. d'accord. Juste, je rebondis, c'est vrai que moi, je regardais un petit peu les caméras embarquées sur les deux rallyes. Et c'est vrai qu'ils ont l'osmose, ils ont l'air de bien s'éclater tous les deux. Tu vois ce que je veux dire? Ça matche bien leur Oui, duo. oui, oui. Et puis quand Ouais, tu les vois à l'arrivée des spéciales, ou tu c'est sais, ça. quand ils débouchent pas le micro, qu'ils se mettent à éclater de rire parce qu'ils savent qu'ils ont pris un pied fabuleux, qu'ils ont attaqué du début à la fin et que ça s'est bien passé, c'est rafraîchissant. C'est ce qu'on veut voir. Alors après, je sais pas si c'était du premier, du second degré, mais il y a parfois, je l'ai trouvé pas arrogant, mais peut-être, je sais pas, un brin sûr de lui. Mais c'est rafraîchissant aussi. Ça fait plaisir à voir en tout cas. Ouais, non, mais je pense que ça fait partie du personnage. Je pense qu'il est spontané, tu vois que, voilà. Spontané, exubérant et, Euh, et juste pour finir sur Ford, parce que c'est vrai que le temps passe assez vite. Mais ce qui est agréable de voir aussi, c'est que ça fait plusieurs rallyes où il n'y a pas de problème technique et qu'en mhm. termes de fiabilité, c'est quand même, on a l'impression qu'ils ont travaillé, qu'ils ont fait. Alors, c'était pas les rallyes les plus agressifs et les plus difficiles en termes de mécanique et en termes de météo, de conditions météorologiques pour la chaleur ou ce genre de choses. Ouais. Et toujours est-il que ça fait plusieurs rallyes où on n'entend plus parler de problèmes de différentiel, de problèmes d'hybride, de problèmes de quoi que ce soit. Et je pense que c'est plutôt bon signe pour la suite de la saison d'Adrien. Alors, je sais pas si notre ami Letton va être d'accord avec toi, parce que je crois que c'est dans la dernière où il a un souci technique, il me semble, si je dis pas de Oui, bêtises. oui, oui, Hein. c'est vrai. C'est vrai. Mais après, Non, mais t'as c'est raison. toujours pareil. C'est avoir. C'est une voiture. Enfin, je sais pas si elle est semi-privée ou pas. Après, tu sais, c'est en fonction des budgets. Il y a des fois, tu changes pas un disque de frein, des plaquettes parce que tu es un peu ric-rac en termes de budget. Tu sais pas non plus quelle a été l'utilisation, est-ce qu'elle a été optimale pendant tout le rallye. C'est quand même la première fois qu'il fait un rallye avec de l'hybride. Donc, est-ce qu'il avait des, des manières de freiner qui étaient un peu plus contraignantes que sur les autres voitures ou autres? On ne sait jamais trop. Donc, mais c'était plutôt de manière générale, en tout cas, que je voulais parler. On va parler vite fait du WRC2 avant que je te pose la question technique et revenir sur le championnat de France des rallyes. J'ai l'impression que malgré le manque de combattants, parce que Solberg était là, Pajarri était là, Gus Greensmith était là aussi, mais il a eu des soucis, Griezin était là, mais il ne nominait pas, puis il a été loin, Zaldívar aussi, Creighton aussi, puis ils étaient très loin. J'ai l'impression que ce qui se dessine, c'est un mano à mano entre deux marques, entre Toyota et Skoda, sur la terre. Est-ce que tu es d'accord ou pas?
Sur la terre, Sur la oui. terre. On va Sur pas la terre. oublier, Russell qui va se battre pour le titre. Hein. Le titre sera clairement entre ces trois Mmh. pilotes, Solberg, et c'est ce qui est intéressant, trois pilotes, trois voitures différentes. Mmh. Solberg sur la Skoda, Paджari sur la Toyota et Russell sur la Citroën, sachant qu'il reste quand même 2 rallyes sur asphalte. Les 2 derniers rallyes, Russell a un rallye sur lequel il n'a pas un rallye en moins, on va dire. Donc ça va être intéressant à suivre. Là, j'ai été un petit peu étonné du manque de rythme de Paджari. Donc, à voir comment ça se profile sur la Finlande. Et après la Finlande, je pense qu'on aura une vue un petit peu plus précise de ce que ça va donner sur la fin de saison. D'ailleurs, tu as entièrement raison parce qu'il a été même devancé par Aikila, Ouais. son compatriote. Mais je tendais un petit peu la perche parce que j'ai l'impression quand même que cette Yaris Rally 2, notamment sur la terre, elle est en train de monter vraiment, vraiment en puissance. Hein. Oui, bah, de manière générale, elle monte en puissance depuis le début de saison. On pouvait se poser quelques questions après le Monte Carlo, mais encore une fois, hein, c'était en termes de pilote et d'équipage, c'était pas forcément ce qui était idéal à aligner. Mais en tout cas, on sait qu'il y a énormément de développement qui est fait. Là, tu vois, j'en discutais encore aujourd'hui avec Juho Hänninen, puisque bah, d'ailleurs c'est son anniversaire. Donc j'ai eu l'occasion de lui souhaiter et il me disait qu'il travaillait encore beaucoup sur la Rallye 2 pour la rendre la plus perfo possible. En termes de fiabilité, ils sont très bien. Mais c'est surtout de la perfo qu'ils vont aller chercher et ça vient en faisant des rallyes. Et Paджari apparemment donne entière satisfaction autant en termes de développement qu'en termes de performance. Et il est en train de marquer des gros points, je pense, pour la suite. Et je pense que si Toyota fait une croix sur son programme pilote japonais, Paджari sera tout près de prendre le siège l'année prochaine. Peut-être pas ça, mais je sais pas si tu as entendu, non, tu n'as pas entendu sur le canal, ils évoquaient aussi le fait que peut-être que Rovanpera ne reviendrait jamais sur un programme complet et peut-être qu'ils miseraient, tu vois, sur un programme complet sur Paджari aussi. C'était une éventualité. La question de l'ingénieur que tu es. Alors, il va y en avoir 3. La première, est-ce que tu connais la Finlande? Est-ce que tu y es déjà allé? La seconde, je sais ce que tu vas me répondre, mais je veux que tu me répondes techniquement, mais pas de façon généraliste comme tu me dis à chaque fois. Je vais te poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour gagner en Finlande. Tu vas me dire, bien sûr, comme te disent les Finlandais, un courage monstre pour pas dire autre chose plus bas, mais techniquement, je voudrais avoir ton avis. Et je voudrais avoir ton avis sur l'aérodynamisme aussi en Finlande, sur les bosses et sur la vitesse. Les 3 questions, l'avis d'ingénieur. Est-ce que tu es allé là-bas? Est-ce que tu connais bien ce pays? Qu'est-ce qu'il faut pour gagner là-bas? Et l'aéro, est-ce que c'est primordial là-bas avec les rallyes? Alors, pour répondre à la première question, oui, j'ai eu cette chance à 2 reprises d'y aller pour le rallye de Finlande. Donc, une première fois avec Juho Hänninen, justement sur une Skoda S2000, et puis ensuite avec Esa-Pekka Lappi, justement avant qu'il puisse faire l'année d'avant qu'il gagne le rallye avec Toyota, de la même manière sur une Skoda. Donc, un rallye qui est, comme je le disais tout à l'heure, en 3 dimensions, vraiment. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner? Comme tu l'as dit, une grosse paire Voilà. il faut ça, il faut savoir débrancher le cerveau, mais pas totalement non plus, parce qu'il faut arriver à maîtriser la voiture dans des situations où elle est vraiment en dérive, savoir anticiper, avoir une confiance aveugle en son copilote et en ses notes également, parce qu'il y a énormément de virages et de bosses en ciel, hein, tout simplement, où on voit pas ce qu'il y a derrière. Et si on ne se rappelle pas, si on se mélange un peu en termes de mémoire, et si on n'écoute pas le copilote, ça peut être dramatique, tout simplement. Finir à 180 dans les arbres, c'est jamais très marrant. Donc ce qu'il faut, c'est une bonne prise de notes. C'est une confiance absolue en la voiture, en le copilote et en ses capacités justement à amener la voiture là où on veut, quand on le veut et comme on le veut. D'un point de vue technique, il faut également une voiture qui a une
belle vitesse de pointe, qui est capable d'aller rapidement sur des très hautes vitesses et surtout de les maintenir. Il faut des suspensions qui sont extrêmement bien réglées et performantes. On voit de plus en plus, hein, on les voit, les voitures, elles décollent, elles atterrissent et puis hop, elles remontent juste au niveau et puis elles continuent d'avancer. On dirait tout ça. Sur la dérive. Donc il y a énormément de paramètres, bien évidemment, mais c'est les suspensions, l'aéro aussi, comme tu le disais, pour à la fois maintenir une voiture stable quand elle est en l'air et puis avoir de l'appui sur les virages qui sont tout en glisse. Il faut avoir une vraie bonne balance aéro pour que tu n'aies pas plus d'appui sur l'arrière que sur l'avant. Il faut que tu aies de la traction quand tu le souhaites. Alors, je me permets de te couper parce que moi, j'ai vu un petit peu toutes les écoles sur les bosses. Des fois, on a vu les voitures, par exemple, se cabrer. Au niveau de l'aéro, il faut quoi pour que l'auto puisse voler un petit peu, mais pas trop? Tu mets de l'aéro sur l'arrière, pas trop. Enfin, comment ça se passe en faisant ça? Ouais, c'est surtout en termes de pilotage après que ça se joue en fonction de si sur la bosse tu arrives vraiment à fond, que tu continues d'accélérer et que même en l'air tu continues d'accélérer, tu vas avoir tendance à cabrer un peu la voiture. Alors que si tu freines juste avant la bosse, bah, tu vas casser un peu ta vitesse, tu vas sauter moins loin, mais du coup tu vas atterrir plus tôt, tu vas avoir de la traction plus tôt et tu vas potentiellement pouvoir aller un peu plus vite derrière. Tout dépend en fait de ce qu'il va y avoir dans les 100-200 mètres derrière la bosse. C'est pour ça que les reconnaissances sont extrêmement importantes. Et l'aéro joue parce que tu vois, par exemple, des fois, tu as des voitures quand même qui arrivent à se cabrer. Tu as quand même cet aéro qui est vachement recherché sur les rallyes 1. Maintenant, ça doit quand même. Ça va plutôt être beaucoup plus marquant quand tu vas être au sol. Quand tu es en l'air, oui, ça va jouer, mais c'est surtout dans la stabilité de ta voiture en l'air pour vraiment qu'elle plane à plat et qu'elle atterrisse sur ses 4 roues. Vraiment, parce que le plus important, c'est les 4 roues en même temps. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu as de la traction sur tes 4 roues et tu vas pouvoir remettre de la vitesse. Si tu atterris trop sur l'avant, bah, tu vas avoir le pare-choc qui frotte, tu vas arracher des éléments. Si tu atterris trop sur l'arrière, bah, c'est un peu la même chose, surtout avec les diffuseurs qu'ils ont maintenant à l'arrière. Et surtout, tu perds en pouvoir de motricité. Mais la stabilité de la voiture en l'air est plutôt gérée par le pilote en amont de la bosse. Mais bien évidemment, si tu mets ou si tu enlèves l'aileron à l'arrière, tu vas avoir moins d'appui et là tu vas avoir la voiture qui va se pencher vers l'avant. Donc et je voulais juste revenir aussi, j'ai trouvé que ces dernières années, notamment ces 2 dernières saisons, un gros travail a été fait sur les trains roulants parce que comme tu le disais, moi j'ai remarqué ça sur ces derniers rallyes. Sur les bosses, la voiture atterrit, elle remonte et c'est terminé. Ah oui, et une fois qu'elle a retrouvé son assiette et sa hauteur de caisse, ouais, elle ne rebouge absolument pas et c'est hallucinant. Si vous regardez des vidéos d'il y a 4-5 ans, enfin, déjà ça commençait, mais là aujourd'hui c'est flagrant et la capacité d'absorption, c'est juste dingue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Skoda, notamment, ont des débattements qui sont un peu plus importants que les autres Rallye 2. Et je pense qu'elles pourraient être intéressantes sur le Rallye de Finlande, même si les Toyota sont développées sur ces spéciales-là. Donc, je pense qu'elles vont être redoutables. On va en terminer avec l'émission parce que le temps passe très vite avec toi. C'est toujours passionnant. On va parler du championnat de France. Alors, tu sais quoi? Parfois, j'ai des visions, mais sans faire exprès. Parce que tu sais, il y a quelques semaines, j'étais au bord de la route au rallye de Luvonne. Je suis allé voir Cédric Robert en BMW M3. Je lui fais un grand coucou à mon ami Cédric. Et j'étais avec des amis et tu vois, on refait le monde. Et bien sûr, on parlait de championnat de France et tout le monde a dit ouais, le championnat de France est bouclé, c'est pour les Eurocell. Et j'aurais dit ben non, les gars, pourquoi il peut avoir une panne, il peut sortir. Et finalement, je m'excuse auprès de l'Eurocell, j'ai fait le chat noir. Eh bien, abandon sur problème mécanique. Camille gagne une 2e fois, ça relance le championnat de France. Avec bien sûr la blessure de Johan Bonato, on espère qu'il reviendra très très vite. La blessure aussi de Hugo Margaillan que je salue, en espérant qu'il revienne très très vite aussi. Je te donne le classement. Camille, 2e, Steve Juif, Jordan Berfa, Quentin Gilbert, Sarah Roumeau, Cédric Robert, JB Franceschi, Maufrey 8e, 9e Gagny et 10e Pierre Rocher.
Juste mon coup de cœur à moi sur ce rallye du Rouergue, Sarah Roumeau, je trouve qu'elle fait des temps de folie avec cette voiture. Elle est impressionnante. Qu'est-ce que toi tu as pensé du rallye du Rouergue? Et quel dommage pour Léo Rossel qui avait la course en main, mais bon, voilà, incendie. Ouais, ça a été un très très beau rallye, encore une fois, une bataille du début à la fin. On pensait que c'était fait pour Camilly sur sur la première journée où c'était un peu plus humide et où il avait fait un bon petit trou par rapport à Léo Rossel, mais finalement le deuxième jour, non pardon, c'était l'inverse. Quand c'était sec que Camilly a fait un peu le trou et le deuxième jour, quand c'était un peu plus gras, humide, voire mouillé, Léo Rossel a fait l'entièreté de son retard. Ouais, comme toi, je pense que c'est indécis, vraiment. On ne peut pas trop savoir. D'un point de vue performance, c'est clair que la C3 est toujours plus performante que la Hyundai, je pense. Le rallye du Mont Blanc va être extrêmement intéressant avec le retour de Johan Bonato. Et puis surtout, il y avait eu de belles performances de la GT+, la nouvelle Ouais. Alpine également, avec 2 scratchs pour Raphaël Astier qui se battait pour le podium, voire au final plus, parce que vu les événements, ça pouvait se battre pour la deuxième place, voire peut-être un petit peu plus si jamais, mais malheureusement il y a eu une sortie de route plus impressionnante que grave. Mais toujours est-il que voilà, ça montre qu'il y a potentiellement une autre voiture qui peut rentrer en jeu sur quelques rallyes. Mais sinon, tout à fait d'accord avec toi, impressionné par les temps de Sarah Rumeau. Alors, il faut prendre en compte aussi l'attrition qu'il y a eu dans ce rallye. Il y a eu beaucoup d'abandons. Il y a eu pas mal de soucis aussi. Donc, c'est vrai que la place finale de cinquième, elle est, je pense, un peu trop valorisante, mais toujours Mhm. est-il qu'elle finit devant Cédric Robert. On connaît son expérience. Elle finit devant JB Franceschi, qui a eu pas mal de problèmes aussi, hein. Mais franchement, elle montre avec Julie Amblard, là, sa copilote, une vitesse qui est en constante progression, une maîtrise du rallye aussi qui est en constante progression. Et ça fait franchement plaisir à voir parce que cette Fiesta Rose, elle est très très belle et en plus, elle va vite. Non, mais alors, je me permets de te couper. C'était moi sur la performance, sur les spéciales, parce que moi, je suis resté, mais j'ai regardé, j'avais les yeux comme ça. Je prends la spéciale 2, Camille Rossel Astier, Franceschi Rumeau, cinquième temps devant Gani, Steve Juice, Jordan Berfa, Cédric Robert, Quentin Gilbert. Enfin, elle sort sur certaines spéciales des méga temps. Ah oui, Et oui. je voulais rebondir aussi, ne pas oublier, il y a un pilote qui est un petit peu comme Astier, qui n'est pas tout le temps au bout actuellement. Et le jour qu'il va être au bout, ça peut faire un beau rallye. C'est Fotia aussi, avec la C3 qui est sortie. Il a la pointe de vitesse. Le jour qu'il va être au bout, ça peut faire un concurrent aussi pour, peut-être pas pour la victoire, mais pour les accessites. Ah Je oui, pense. là, la bagarre dans les prochaines années, si ces pilotes arrivent à trouver des budgets et des programmes, elle peut être belle, hein, entre Steve Juif aussi qui montre des capacités intéressantes, Quentin Gilbert aussi, à voir comment il va pouvoir se débrouiller avec la GT+. T'es pas sans savoir qu'il y a un peu une superstar non-up champion du monde devrait monter dans cette voiture au Mont Blanc. C'est On ça. va voir ce que ça peut donner aussi. Euh, Avec un JB Franceschi, avec son frère, potentiellement s'il revient sur quelques manches, et les acteurs actuels, hein, Eric Camilly, Léo Rossel, Johan Bonato, qui je pense n'est pas prêt de raccrocher non plus. Je pense que le championnat de France est vraiment sur de bons rails et j'espère que ça puisse continuer comme ça, qu'il y ait toujours des budgets qui puissent permettre de monter ces beaux programmes, parce qu'en tout cas, on se régale à suivre ça également. Alors, on arrive à la fin de l'émission, ça passe super vite. On a dit qu'on faisait 1 heure parce qu'après, c'est trop long, même si c'est passionnant. Est-ce que tu as des petits cadeaux? Mais ça sera après. C'est oui ou non? J'en ai un, ouais. Alors, attends, c'est après. Avant, je vais te poser 2 questions. Tes pronostics pour la Finlande et pour le Mont Blanc. Alors, pour la Finlande, je n'y ai pas forcément plus réfléchi que ça. Je dirais je vais avoir du mal à être contre Rovan Pera. Donc, je vais dire un Rovan Pera parce qu'il n'a jamais gagné chez lui et je pense qu'il va avoir vraiment à cœur de le faire. Rovan Pera, Tanak et Ogier. Lapi, Tanak, Pajari.
C'est vrai qu'il n'y a pas Jarry avec la Rallye 1. Ouais. Pourquoi je te dis ça? Alors, Lapi, c'est un coup de cœur, mais comme tu m'as dit, tu crois pas. Mais bon, moi, je le mets quand même. Il va y avoir de la casse et un Pajari peut être à la fin. Il peut être à la fin bien classé s'il lui sort pas. Le Mont Blanc, ton prono? Le Mont Blanc, alors le cœur ou la raison? Les deux, le cœur et la raison. Allez, et ben le cœur, je dirais, l'idéal ce serait un lobe, Camilly, lobe, Camilly, Rossel. D'accord. La raison? Et je pense que Bonato sera juste derrière. Et puis la raison, bah, je pense que ce sera plutôt Rossel, Camilly, Bonato. D'accord. Alors moi, mon prono, ça va être aller Camille parce que j'aimerais vraiment que le championnat se resserre, se relance vraiment. Lub pour le fun et Rossel troisième. Et quatrième, s'il est là, j'aimerais bien que Hugo soit quatrième parce qu'il mange son pain noir en espérant qu'il soit rétabli. Hugo Marguerite, je l'espère, on verra bien. On va en terminer cette émission avec ton petit cadeau. T'as quoi à nous présenter? Alors aujourd'hui, c'est même un gros cadeau, tu vois, mais c'est pour. Attends. Voilà. Décale de la caméra parce qu'on ne le voit pas bien. Ouais, là, on a du mal à. Ouais. Alors en fait, c'est un jeu de société. C'est le jeu qui s'appelle Rallyman Dirt. D'accord. Comme son nom l'indique, est dédié. C'est un jeu de société de plateau. Alors ouais. on voit très très mal, mais on pourra. Je sais pas comment faire pour. On mettra les liens sous la vidéo en cas. Là peut-être, voilà. Ouais. Pour voir un petit peu. Donc c'est un jeu de plateau dédié au rallye, un peu de stratégie. Pour les soirées d'été ensoleillées au bord du barbecue, c'est idéal. Ouais. Et puis si un jour il fait un peu moins beau, bah aussi pour occuper l'après-midi. Donc c'est des jeux qui sont en vente directe sur Internet. Et donc je salue Jean-Christophe Bouvier, donc, qui est l'initiateur de ce jeu qui existe depuis de nombreuses années maintenant, qui était plus connu sous le nom de Rallyman GT. Et là, il a sorti une version vraiment dirt, donc pour la terre et dédiée au rallye. Donc, on mettra le lien sous la vidéo. J'en profite, abonnez-vous, partagez, mettez vos commentaires, mettez vos pronostics aussi. Tout à fait. On se retrouve pour le rallye de Finlande qui va être passionnant. Une dernière question. Comment on dit au revoir en finlandais? Waouh. Ça, je sais comment on dit joyeux anniversaire, hein, puisque je l'ai dit, hein, gratis. Mais après, au revoir, ça, je ne saurais pas dire. Bon alors, je t'explique. Bosse pour la prochaine vidéo parce que il faudra que tu sois capable de dire bonjour et au revoir. Hein. Ok, en finlandais? Ça marche. Profite bien de ton été. Ça a été un plaisir de t'avoir avec toi. Tu m'avais manqué, je le dis. Les vidéos avec toi, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? À très bientôt. À très bientôt et surtout, continuez. Enfin, s'il vous plaît, donnez-nous de la force, donnez-nous des likes, du partage de la vidéo sur vos réseaux sociaux. Interagissez avec nous sur les réseaux sociaux. Auto Mini Racing, je le rappelle, LAFLAF25 sur Instagram notamment, si vous voulez qu'on échange sur les points de vue un petit peu plus techniques et pas que. Hein, on peut aussi discuter, rigoler, c'est toujours sympa. Mais oui, abonnez-vous, c'est le plus important. Mettez le like, faites grimper le nombre de vues parce que très clairement, c'est aussi ça qui va nous permettre d'avoir accès à d'autres invités comme Nicolas Siamin. On a une petite liste à venir qu'on va continuer de faire grimper, mais ces gens-là, c'est aussi des gens qui ont pas beaucoup de temps et donc il faut arriver à les convaincre que c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour leurs sponsors, pour leur visibilité, et plus on aura de vues, de likes, et plus on sera visible. C'est comme ça que les algorithmes de YouTube, d'Instagram fonctionnent. Donc on le répète, si vous aimez ce qu'on fait, mettez un petit like, un petit pouce, partagez, ne serait-ce qu'une petite story ou quelque chose, et nous on sera ravis également de vous repartager justement pour vous remercier. À très bientôt. À très bientôt. Profite bien de la piscine, de l'été. Pas trop de glaçons dans le petit jaune et puis avec modération. Moi, je suis pas trop petit jaune, mais je suis plutôt rosé, donc c'est pas mal aussi. Ok. Belle balade, bon trek. Je sais que tu es un sportif de très très haut niveau et j'espère que tu t'éclates bien. Je m'éclate en tout cas. Ouais, allez. À très vite. Bientôt. Ciao, ciao.
sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.